Ok, aujourd'hui, on va parler des séries de Fourier. Il faut savoir que je suis actuellement au blocus et j'étudie le chapitre de analyse 2. D'abord, j'ai commencé par les séries de Fourier et j'ai étudié. Et là, je veux juste vous faire un récap de ce que j'ai compris, des choses que j'ai compris et des propriétés qu'on a vues sur le chapitre. Je vais pas fait le chapitre, je vais juste commencer maintenant. Il me reste encore une partie du chapitre à voir concernant tout ce qui est régularisé des fonctions. Mais sinon, on va voir tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour l'instant dans les séries de Fourier. Ok. D'abord, c'est quoi une série de Fourier? Une série de Fourier, c'est, comme le nom l'indique, c'est une série. Une somme infinie de termes, ok? Mais pas de n'importe quel terme. On va dire que c'est une somme infinie de termes qui vont approcher une fonction. Approcher une fonction, ça veut dire que en sommant plusieurs termes, eh bien, l'expression qu'on aura va ressembler à une fonction donnée. Autrement dit, une fonction, on va dire, une fonction peut être approchée par une série. La série, c'est la suivante. C'est une série infinie de coefficients qu'on va appeler les coefficients de Fourier fois un vecteur qui est une fonction. Bien sûr, c'est une somme allant de k égale à 1 jusqu'à l'infini. On peut commencer à 0, mais on va commencer à 1 comme ça, il n'y a pas de k où à tout moment le k est au dénominateur ou un truc du genre. On va commencer par 1. En tout cas, c'est une somme infinie de termes de coefficients fois une fonction. En gros, il y a des fonctions qu'on appelle des fonctions de base. Bon, on va voir un peu ce que c'est quoi après. Mais c'est des fonctions. En gros, on somme plusieurs fonctions multipliées par des coefficients. Et la somme infinie de tout ça va des fois, enfin quasiment tout le temps, converger vers une fonction. On peut faire ça de d'autres manières. Une fonction peut être approchée par une série de fonctions. Ok. Genre, on peut exprimer une fonction en fonction d'une somme de fonctions. Voilà. Généralement, ces fonctions-là sont plus faciles que peut-être la fonction qu'on veut exprimer. Voilà. On va dire que tu as une fonction compliquée et tout, une crasse, et tu aimerais l'approcher. Tu peux l'approcher par une somme de fonctions plus facile, multipliée par un coefficient. C'est un peu comme en algèbre linéaire. Si tu te rappelles bien, tu as un vecteur et tu peux l'exprimer en combinaison linéaire d'autres vecteurs de base. Des vecteurs, on va dire, qui sont faciles. On va dire des vecteurs orthogonaux entre eux, des fois, ou bien des vecteurs juste, des vecteurs avec lesquels tu peux exprimer d'autres vecteurs. Okay. En gros, on définit des vecteurs avec lesquels on peut exprimer tous les vecteurs d'un espace vectoriel, d'un espace d'objets comme des vecteurs. Et du coup, voilà. Mais ici, c'est vraiment des fonctions plus faciles à étudier. Du coup, on les utilise. Là où c'est vraiment marquant, là où je peux utiliser une analogie plus forte, c'est les séries Taylor. Les séries Taylor, c'est vraiment, on prend une fonction, peu importe laquelle, que ce soit une fonction polynomiale, une fonction exponentielle, une fonction logarithmique ou une fonction, je ne sais pas, une crasse. Okay. Eh bien, on peut l'approcher au voisinage de 1 point par des polynômes. On peut dire que, par exemple, prenons une fonction. Non, vu que ce n'est pas les séries Taylor que je parle aujourd'hui, juste par exemple, je vais quand même le dessiner. On va prendre une fonction à dire comme ça. Ok. Eh bien, au voisinage de 1 point donné qui est, on va dire A, on peut dire que cette partie-là est égale à une somme infinie de polynômes. Et au plus on somme de polynômes de degrés qui vont de plus en plus haut, au plus on va se rapprocher de la fonction, mais juste au voisinage de 1 point. Au plus le voisinage du point est petit, au plus, on va dire, l'approximation, en gros, l'approche de cette fonction par un polynôme est correcte. Ça va? Et quand on dit que, par exemple, une fonction est environ égale à une somme de polynômes, par exemple ck, xk, ok, eh bien, on commet une erreur. Dire que f est égal à somme de ck, xk, on commet une erreur et il faut l'ajouter, l'erreur. On va dire que ça c'est égal à ça, plus quelque chose qui va faire que c'est vraiment égal. Si tu retires la chose, c'est juste inférieur ou égal, mais genre, on dit que c'est égal à ça, plus encore, on va dire une quantité pour que ce soit vraiment égal. En gros, c'est comme si tu avais fait, ça c'est 20 euros, toi tu avais 19,9 euros. En gros, 19 euros et 90 centimes. Ou bien 90 centimes si tu es en France. Eh bien, on va dire que ça c'est quoi? C'est 90 centimes plus 10 cents pour arriver à 20 euros. Non, je veux dire 19 euros, 90 ou bien 90 plus 10 cents et tu as ça, on va dire. Et tout le plus 10 cents, c'est juste l'erreur que tu commets quand tu dis que c'est égal à ça. Du coup, on peut dire que
On peut dire que là, le 20 euros, c'est égal à 19 euros plus le miette que j'ai enlevé, enfin que j'ai plus le miette là que j'ai. Et au plus tu ajoutes de cents à ça, au plus le reste qu'il y a, c'est petit. Bon, j'essaie de faire des exemples d'analogie, mais bon, là peut-être que ça foire un peu. Mais revenons aux séries de Fourier. Série de Fourier, c'est quoi? C'est vraiment, tu prends une fonction et tu approximes par une somme infinie de coefficients fois fonction. Ok. Dans ce chapitre, pourquoi dans ce chapitre, là où ça sera intéressant, c'est pour approcher les fonctions périodiques. Donc, dans ce chapitre, on va voir que toute fonction périodique peut être approchée par une somme de cosinus et de sinus. Une somme infinie de cosinus et de sinus. En gros, l'objectif de ce chapitre-là, dans un premier temps, c'est de faire quoi? De dire qu'une fonction périodique, une fonction qui a une période t, c'est de dire que c'est environ égal à quoi? À une constante, A0 par exemple sur 2, plus une somme infinie de k égale à 1 de coefficient AK fois cosinus de oméga 0 kx plus somme infinie de bk sinus de oméga 0 kx. Okay. En gros, le but du chapitre, c'est d'arriver à dire que et à prouver que toute fonction périodique peut être approchée par des sommes de sinus et de cosinus. Ici, on met le A0, en fait, quand tu sommes de manière infinie tout ça, tu obtiens. Il me semble que ça, c'est la moyenne de. Attendez. Hein. Non, c'est pour que quand on fait la moyenne de tout ça là, parce qu'en fait, la moyenne de cosinus et de sinus sont égales à 0, et du coup, c'est pour avoir au moins une valeur quand on fait la moyenne. Par exemple, enfin, c'est. Bien, c'est pas grave. Dis-toi que. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais c'est juste le fait que. Oui, c'est vraiment dû au fait que quand il fait une moyenne de cosinus et de cosinus, eh bien, on a un 0 parce qu'en fait, genre, regarde. Tu vois, le graphe du sinus. Le graphe du sinus, ou bien du cosinus, c'est ça. Ok? Sur une période, la moyenne de ça, c'est quoi? Sa somme de valeurs ici, plus des valeurs ici. Et tu vois que c'est les mêmes valeurs et ça s'annule du coup. Et pour empêcher ça, on fait quoi? On décale d'une unité ou bien on descend d'une unité. Et ce décalage d'une unité, ou bien de 2 unités ou 3 unités, ou de k unités, eh bien, c'est le terme constant que tu as ici. Il est ici pour éviter le fait d'avoir la moyenne ici qui vaut 0, des fois quand on calcule la moyenne. Histoire de dire que, ben non, si par exemple ces cosinus et ces sinus, ces sommes-là représentent de l'énergie, bah, plutôt que de dire que la moyenne de l'énergie de là à là, c'est 0, bah, au moins il y a une valeur, quoi, tu vois. Bref, c'est juste ça. Et tout, voilà. Notre objectif, c'est d'arriver à dire que toute fonction périodique peut être vue comme une somme de sinus et de cosinus infinie. Non, une somme infinie de cosinus et de sinus. Une somme infinie, c'est quoi? C'est une série. Et c'est ça que c'est une des séries de Fourier qu'on va étudier dans ce cours. Et d'ailleurs, c'est la seule. Les autres ne sont pas vraiment détaillés. Et du coup, voilà. CK, c'est voilà, une fonction. Voilà, ça c'est le but du chapitre. Maintenant, pour arriver à là, il faut quand même pas mal de bagages. D'accord. Du coup, il faut quand même avoir quelques outils en main. Déjà, pour parler de somme infinie de ça, déjà, ça c'est une constante et ça c'est un vecteur, on va dire, une fonction. On va vouloir travailler dans un espace vectoriel pour pouvoir prouver, en fait, pour pouvoir prouver que toute fonction périodique peut être vue comme des sommes de sinus et de cosinus, ou en général, une fonction peut être approchée par une somme infinie de coefficients fois fonction. Eh bien, comme outil qu'on a pour démontrer ça ou pour montrer ça, il nous faut un espace vectoriel. Parce qu'en fait, dans un espace vectoriel, il y a ce qu'on appelle un vecteur. Par exemple, le V. Ce vecteur peut être vu comme la somme de coefficients alpha k fois des vecteurs de base, EK, de k égale à 0 jusqu'à n. Bon, sauf que dans le monde des vecteurs, bah, le nombre de termes est fixe, est fini, quoi. Voilà. Et du coup, voilà. En algèbre linéaire, on sait qu'un vecteur peut être vu comme une combinaison linéaire des vecteurs de base. Et c'est quoi les vecteurs de base? C'est les vecteurs qui forment ton repère, quoi.
il y a des vecteurs, il y a des bases orthonormées, orthogonales ou bien normales. Le normal, c'est vraiment ça, par exemple. Ça, c'est une base. Dedans, tu peux exprimer plein de vecteurs en prenant ça fois une constante, plus ça fois une constante, tu obtiens n'importe quel vecteur de ce monde-là qui est le plan. Le plan peut être vu comme la somme de ça et ça, la combinaison de liens de ça et ça. Ça, si j'appelle ça E1 et ça E2, eh bien, le plan là, le tableau, peut être vu que tous les points du tableau, on peut dire que le vecteur x qui représente les vecteurs, les points dans ce tableau, genre de l'origine ici jusqu'à ici, 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 on peut le voir comme si c'était la somme, genre c'est alpha fois E1 plus bêta fois E2. Voilà. E1 et E2, selon les coefficients qu'on va les multiplier, eh bien, on aura ce point-là par rapport à l'origine qui fait un vecteur, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, peu importe. C'est un peu ça, voilà. Du coup, on va utiliser cette même logique-là. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que notre but, c'est quoi? C'est de montrer que toute fonction périodique peut être vue comme une somme infinie de sinus et de cosinus. Ok? Et une série. Voilà. Et du coup, vu qu'on veut avoir ça là, bah, autant mieux prendre cette idée-là de combinaison linéaire pour arriver à là. Genre, on va dire que un vecteur, ou bien une fonction qui est un vecteur aussi, eh bien, égale à la somme de coefficients fois des vecteurs de base qui sont ici les phi k. Bon, normalement, si tu as vu la échelle linéaire, tu devrais comprendre tout ça. Du coup, on veut se ramener dans un espace vectoriel pour pouvoir avoir des choses comme ça, et démontrer que, bah, à la fin, que toute fonction périodique peut être approchée par des sommes de sinus et de cosinus. Ça va? Ok. Bah, commençons. Hein. Du coup, on va travailler dans un espace vectoriel dans lequel les vecteurs, en tout cas les éléments de cet espace vectoriel, sont des fonctions. Ici, ça c'est quoi? C'est l'espace vectoriel de R carré. Quoi. Ici, pour ça, là, le plan, son espace vectoriel, c'est quoi? C'est R carré parce que on a besoin de deux choses pour définir un point ou un élément dans le plan. On a besoin de l'abscisse et de l'ordonnée. Du coup, deux éléments. L'abscisse contient des valeurs réelles et l'ordonnée contient des valeurs réelles. Donc, c'est deux fois les réels. Enfin, deux fois les réels. C'est réel fois réel. Et du coup, ça fait réel au carré. Et du coup, voilà la dimension de. Enfin, ça, c'est l'espace vectoriel des vecteurs à deux dimensions. Quoi. À trois dimensions, c'est exposant 3. Et à n dimensions, comme ici, et ben c'est Rn. R exposant n. Okay. Du coup, on voudrait se ramener à un espace vectoriel pour pouvoir faire ça. Quoi. Et du coup, où j'en veux dire, l'espace vectoriel qu'on va considérer, c'est l'espace vectoriel des fonctions. Parce que là, on travaille avec des fonctions. Les séries de Fourier, c'est vraiment des séries qui vont approcher des fonctions. Okay. Et du coup, là, on va travailler avec des fonctions. Mais sauf que travailler dans l'ensemble des fonctions, en fait, comme espace vectoriel qu'on connaît des fonctions, c'est les fonctions de classe C0. Ce sont les fonctions continues sur un intervalle AB. Bien sûr, l'intervalle est inclus dans les réels. Et voilà. Et c'est un. Voilà. Enfin, pas besoin de mettre ça, on peut juste dire que AB, c'est dans les réels ou un corps. Un corps, c'est juste réel ou complexe. C'est pour généraliser les deux types de corps, deux types de scalaires qu'on peut avoir. Corps, c'est un complexe ou bien réel. Du coup, la seule espace vectoriel qu'on connaît pour l'instant, c'est le C0, c'est l'ensemble des fonctions continues. Okay? Mais il y a d'autres ensembles de fonctions qu'on peut réunir qui forment un espace vectoriel. Et c'est là qu'on va introduire un espace vectoriel qui va permettre d'avoir des fonctions discontinues. On va vouloir dans ce chapitre travailler avec des fonctions discontinues. Pourquoi? Parce que, par exemple, comme fonction périodique, une fonction périodique n'est pas obligée d'être continue pour être périodique. On peut avoir comme fonction périodique ça, genre ça, puis ça, puis ça, puis ça,
puis ça, puis ça. Tu vois, c'est périodique, hein. C'est là, hop, là, hop, là, hop, là. Tu vois que ça ressemble à un sinus. Ok. C'est d'où l'intérêt de vouloir décrire ça comme si c'était la somme infinie des sinus. Ou voilà. Du coup, voilà, ça c'est périodique. Quoi d'autre? Ce signal aussi, il est périodique. Tu vois, ce signal aussi, il est périodique. Ou encore, ce signal aussi, il est périodique. Attends, j'ai plus d'inspi. Ça, c'est périodique parce que ça s'appelle comme ça. En gros, ce sont des fonctions qui ont une motif qui se répète tous les, tous les, tous les x distances, quoi. Et du coup, voilà. Et du coup, la plupart d'entre eux, par exemple, celle-là, elle est continue, la fonction. Car on peut la tracer sans lever la main. Par contre, celle-ci, elle est discontinue parce que là, et puis il n'y a plus rien. On lève la main et puis on continue ici. On lève la main, on continue ici. On lève la main, on continue ici. Donc la fonction ici, elle est discontinue. Voilà. Et du coup, on voudrait quand même travailler avec des fonctions discontinues pour des raisons. Par exemple, pour cette raison-là, on peut quand même étudier des fonctions comme ça, hein, qui, dans la vraie vie, représentent des signaux électriques. Et du coup, c'est quand même intéressant de pouvoir étudier ce genre de fonctions. Mais vu que ce ne sont pas des fonctions de classe continue, donc on va vouloir travailler avec des fonctions discontinues. Mais voilà. Du coup, on va vouloir créer un ensemble vectoriel dans lequel il peut y avoir les deux. Tu vois. Et pour que ce soit un espace vectoriel, il faut que il respecte des critères. Donc on ne peut pas choisir créer n'importe quel espace vectoriel. On va créer un espace vectoriel dans lequel on va voir à la fois des fonctions continues et des fonctions discontinues qui vont obéir à une règle. À deux règles, je veux dire. On va travailler avec des fonctions de classe L carré. Ce sont des fonctions, attendez. Voilà. L carré, on va dire, L carré, c'est les fonctions, enfin, c'est une famille de fonctions dont leur module au carré est intégrable. Okay. Expliquons ça en détail. En gros, une fonction appartient à l'ensemble des L carrés si et seulement si elle est intégrable intégrable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son intégrale de sa valeur absolue, il vaut une constante. Son intégrale de A à B est égale à une constante. C'est ça que veut dire une fonction intégrable. Bien sûr, on dit qu'une fonction appartient à L carré sur un intervalle. Elle peut être ouverte ou fermée, peu importe. Et c'est sur un corps. Ici, la classe des fonctions continues, c'est sur un intervalle. Et voilà, l'intervalle ici est dans les réels ou les complexes. Ici, pareil, hein, sauf que là, l'intervalle, elle est ouverte. Bon, enfin, elle peut être fermée ou ouverte en réalité. Ce n'est pas important. On le verra maintenant. Du coup, voilà, pour qu'une fonction appartienne à cet ensemble de fonctions de L carré, un ensemble de fonctions dans lequel on peut considérer à la fois des fonctions continues et discontinues, eh bien, il faut qu'elles soient intégrables. Ça veut dire que sa valeur absolue, l'intégrale de sa valeur absolue est une constante. Et il faut aussi que l'intégrale du valeur absolue au carré soit aussi une constante. En gros, il faut que l'intégrale de A à B de la valeur, le carré de la valeur absolue, il faut qu'elle soit constante. En maths, on dit, au lieu de dire que c'est constante, on dit que l'intégrale converge. Ok? Ça veut dire que on dira plutôt que l'intervalle est strictement inférieur à plus infini. Parce que si ça converge, encore si c'est égal à une constante, et bien la constante est toujours strictement inférieure à, moins infini, à plus infini. Pour dire qu'elle converge, on note ça comme ça, strictement inférieur à plus infini. Donc il faut que la fonction, sa valeur absolue soit, l'intégrale de sa valeur absolue soit
doit converger et il faut que l'intégrale du carré de sa valeur absolue converge. Pourquoi je dis converge? Normalement, converge, c'est pour les séries et les suites. Mais ici, parce qu'en fait, il y a des intégrales qui sont divergentes. Des intégrales où on obtient infini comme valeur au lieu d'une constante. Toi, en secondaire, ou bien, je ne sais pas dans quelle année tu es, mais normalement, les intégrales, c'est toujours une constante quand tu obtiens une valeur. Car c'est une somme. Tu sommes une quantité. Et tu obtiens une quantité réelle, tu vois. Ou bien complexe, si tu es dans le complexe. Mais là, voilà. Du coup, on impose que la valeur absolue de la fonction soit intégrale de a à b, parce que c'est l'intervalle de cette classe de fonction, et bien son intégrale de a à b doit converger. Ici, pareil, il faut aussi qu'elle soit ça et ça en même temps. Okay, il faut que le carré de la valeur absolue soit convergente. Voilà. Si une fonction respecte ces conditions-là, alors on dit qu'elle est de L carré. Elle appartient à l'ensemble des fonctions L carré. Okay. Et justement, il y aura des fonctions discontinues qui vont respecter ces conditions-là. Il faut juste ces deux conditions-là pour qu'on dise que ça appartient à la classe des fonctions L carré. On appelle ces fonctions-là des fonctions de carré intégrable parce que leur carré est intégrable. Ou bien de carré sommable parce qu'une intégrale, c'est un peu une somme, mais une somme infinie. Enfin, une somme infinie. Et donc voilà. Du coup, voilà. Voici les deux conditions qu'une fonction qui appartient à la classe L carré doit respecter. Et donc voilà. Et grâce à cette classe de fonctions, on peut travailler avec des fonctions continues, discontinues. D'ailleurs, on dira que la norme de la fonction, indice 2, ça veut dire que c'est la norme euclidienne, la norme carrée, la norme qu'on connaît, quoi. Sa norme, si elle est égale à 0, cela implique pas que f égale à 0. Genre, tu vois, de base, les vecteurs, quand la norme d'un vecteur est égale à 0, ça veut dire que le vecteur, c'est le vecteur nul. Mais ici, ce ne sera plus le cas parce que la norme ici, c'est quoi? C'est le produit scalaire de f avec lui-même. Et le produit scalaire pour les fonctions, c'est quoi? C'est une intégrale. Et vu qu'on est dans les L carrés, ce sera une intégrable dans les domaines de l'ensemble, quoi. Et ce sera l'intégrale du coup de la valeur absolue au carré. Voilà. Vu que, comment dire? Du coup, la norme d'un vecteur égale à 0, ça veut pas dire que la fonction vaut 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'ici on travaille avec des fonctions, on peut travailler avec des fonctions. En fait, avant, vu qu'on travaille avec des fonctions continues et des vecteurs, eh bien, quand la norme valait 0, ça veut dire que la fonction valait 0. C'est logique. Parce que si sur un intervalle, si tu intègres une fonction sur un intervalle de a à b, eh bien, l'intégrale, pour qu'elle soit égale à 0, c'est qu'il n'y a rien, c'est 0. Parce que l'intégrale du constante, ce n'est pas 0, tu vois. L'intégrale du constante, c'est quelque chose, mais l'intégrale de 0, c'est 0. Du coup, pour que l'intégrale d'une fonction qui est le produit scalaire qui est lié à la norme, pour que ce soit égal à 0, il faut que la fonction soit égale à 0. Mais pour les fonctions de L carré, on va voir que ça change. Parce qu'une fonction de L carré qui a une norme qui vaut 0, on dit qu'elle est presque nulle. Ça veut dire qu'il y a des endroits dans l'intervalle où elle vaut quelque chose. Par exemple, prenons cette fonction-là, qui est nulle partout, sauf en un point. Okay. Bon, déjà, l'intégrale de cette fonction-là, elle vaut 0 parce que même si elle a une valeur en un point, bah, l'intégrale de un point, c'est 0. C'est comme si tu as intégré de A à A, si ça c'est le point A. Mais une intégrale de quelque chose de A à A, ça vaut 0. Parce que, bah, en fait, une intégrale, c'est une R. Et si il n'y a pas de distance, eh bien, il n'y a pas de R. Genre de là à là, il faudrait qu'il y ait au moins un petit écart pour qu'il y ait au moins une R à calculer, quoi. Mais s'il n'y a rien, si c'est sur le point lui-même, c'est comme s'il n'y avait pas de R. Et du coup, c'est pour ça que l'intégrale vaut 0. Et voilà. Du coup, une norme égale à 0 veut juste dire que l'intégrale vaut 0. Mais une intégrale qui vaut 0,
Pour les fonctions continues, c'est que la fonction c'est que la fonction vaut 0. Mais pour les fonctions discontinues, il se peut qu'il y ait un point ou plusieurs points qui ne sont pas égaux à 0, mais l'intégrale, c'est quoi? Ça vaut 0 parce que ce sont chacun des points. Et l'intégrale de points, c'est 0. Même s'il y a plusieurs points, tant que ce n'est pas sur un intervalle dense, un intervalle réel, eh bien, ça vaut 0 parce que l'intégrale d'une constante, non, d'un point, ce n'est pas une constante, hein. C'est une fonction qui vaut une valeur en un point. Voilà. Et du coup, voilà. Là, la fonction n'est pas nulle, hein. Elle est nulle presque partout parce que, à part en ces points-là, eh ben, elle vaut 0, tu vois. Voilà. Du coup, la norme qui est égale à 0 ne veut pas dire que la fonction vaut 0. Là, on voit qu'en des points, elle est définie. Mais ça veut juste dire que bah, elle est nulle presque partout, quoi. Ok, c'est un peu ça. Et puis, attends, d'abord, je bois de l'eau parce que là, je suis très, très fatigué. Faire du sport, c'est pas rentable. Bon, si, c'est rentable, mais juste que là, je suis un peu fatigué. Ok, un dernier. Du coup, je disais quoi? Et donc, on va pouvoir travailler dans L carré, ok? Première chose qu'on a vu dans L carré, c'est la définition. Une fonction qui est de L carré, il doit être intégrable. Ça veut dire que l'intégrale de A à B, parce que c'est les bornes d'intervalle, l'intégrale de A à B de la valeur absolue de la fonction doit converger, doit être finie. L'intégrale doit être finie. Et de même que pour le carré du valeur absolue, il doit être fini. On doit avoir une valeur à la fin, il n'est pas infini. Tant que ce n'est pas égal à infini, on dit que l'intégrale est finie. Et voilà. Et du coup, ça a pour conséquence que c'est tout. Ça, c'est juste une parenthèse. Ok. Maintenant qu'on a L carré, il faut encore démontrer que c'est un espace vectoriel. Parce que nous, on voudrait travailler dans un espace vectoriel pour pouvoir affirmer que bah, la somme de fonctions périodiques est égale, on va dire, à une somme de sinus et de cosinus. Un peu comme ce qu'on faisait en algèbre linéaire avec les vecteurs. Eh bien, on voudrait faire la même chose parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un espace vectoriel, c'est un espace dans lequel les objets qui sont dedans peuvent être faits comme ça. On peut avoir des combinaisons linéaires et plein de choses qu'ils ont en commun. Il y a des objets comme les fonctions, les matrices, les suites, les vecteurs ou encore les c'est tout, je pense, comme espace vectoriel connu, on va dire. Voilà. C'est des objets mathématiques qui peuvent être étudiés de la même manière. Un vecteur peut être vu comme une combinaison linéaire de plusieurs vecteurs. Une matrice peut être vue comme une combinaison linéaire de plusieurs matrices. On somme plusieurs matrices pour avoir une matrice, parce que la somme de matrices fait une matrice. Une fonction peut être vue comme une combinaison linéaire, parce que une fonction, bah, quand tu sommes plusieurs fonctions, tu obtiens une fonction. Voilà. Du coup, une fonction peut être exprimée en combinaison linéaire, en somme de fonctions multipliées chacun par une constante. Et voilà. Du coup, voilà. On a vraiment réuni des objets pour les étudier ensemble. Du coup, tout ce qu'on sait faire avec le vecteur normal qu'on connaît, on sait faire avec d'autres objets qu'on appelle vecteurs parce qu'ils font partie d'un espace vectoriel. Et donc, les fonctions font partie d'un espace vectoriel. En particulier, les fonctions de classe 0. Parce que on a démontré que bah, voilà, ils avaient les mêmes propriétés que devait avoir un vecteur appartenant à un espace vectoriel. Il faut juste que la somme de deux objets de cet espace reste dans l'espace et que le produit par un scalaire ne fait pas que l'objet va quitter l'espace. Il va toujours rester dans l'espace. Une fonction qu'on multiplie par un scalaire reste une fonction. Une fonction qu'on ajoute à une autre fonction reste une fonction. Voilà. C'est des ensembles d'objets qui, leur addition et leur multiplication est définie de telle manière à ce que ça reste dans la même famille. Et donc, voilà. Du coup, jusqu'à maintenant, on avait ça comme espace vectoriel pour les fonctions, mais nous, on veut une autre espace vectoriel pour pouvoir
travailler aussi avec les fonctions discontinues. Et la règle qu'on a trouvée pour cela, c'est qu'ils soient intégrables et de carré sommable, ou de carré intégrable. Mais voilà, ça c'est, dis-toi que, mais pour cela, il faut montrer que ça, c'est un espace vectoriel. Pour l'instant, c'est un ensemble de fonctions. Pour l'instant, c'est juste un espace de fonctions, un ensemble de fonctions. On n'a pas encore dit on n'a pas encore affirmé que c'est un espace vectoriel. On voudrait que ça soit un espace, on voudrait que ça soit un espace vectoriel. Pour l'instant, c'est juste un espace dans lequel on a des fonctions qui respectent ces deux lois. Et ça fait que il y a des fonctions, il y a des fonctions discontinues qui font, il y a des fonctions discontinues qui respectent ces lois-là. Dans ce cas, on peut les étudier aussi dans cette classe-là. Mais nous, notre objectif, au-delà de pouvoir avoir un ensemble de fonctions qui peuvent être continues ou discontinues, on voudrait quand même arriver à ça. Et pour arriver à ça, il faut pouvoir avoir cette structure-là qu'avait le vecteur d'un espace vectoriel. Donc, on voudrait que cet ensemble de fonctions-là, cet espace-là, soit un espace vectoriel. Et pour cela, on a besoin du lemme suivant. On voudrait que la somme de deux fonctions qui appartiennent à L carré soit aussi de carré sommable. En gros, si tu as par exemple F et G appartenant à L2, on voudrait que la somme appartienne aussi à L2. Ok? C'est une des définitions de l'espace vectoriel. Elle dit que quand tu as, on va dire, euh, hmm, quand tu as x et y, des vecteurs, hein, peut-être des scalaires, c'est des vecteurs, appartenant à un espace vectoriel V, eh bien, x plus y appartiennent aussi à l'espace vectoriel. Et x fois lambda appartient à l'espace vectoriel, mu fois y appartient à l'espace vectoriel en général. Lambda x plus mu y doivent rester dans l'espace vectoriel par considéré. Ça, c'est ce que doit respecter un espace vectoriel. Bien sûr, il y a des conditions pour l'addition et la multiplication. C'est la même règle que je connais, hein. La commutativité, l'associativité, le neutre. Toutes ces choses-là liées à l'addition et à la multiplication, eh bien, ça s'applique ici avec le plus et le fois. Et donc, on voudrait qu'il y ait la même chose. On voudrait qu'à la fois, on puisse sommer deux fonctions de carré intégrable et avoir une fonction de carré intégrable. Et on voudrait que quand on les multiplie par un scalaire, ça reste des fonctions de carré intégrable. Et donc, pour cela, on va démontrer cette propriété, ce lemme qui dit que la somme de deux fonctions de carré sommable, ok, en gros, f plus g devient h, une nouvelle fonction. On veut que cette nouvelle fonction soit aussi de carré sommable. Ainsi, on aura déjà la moitié numéro 1. En gros, on aura déjà des arguments pour dire que c'est un espace vectoriel. En tout cas, c'est un candidat pour le devenir. Et donc, démontrons un peu cette propriété-là. C'est parti. Voilà. Je rappelle, hein, du coup, soit f et g, des fonctions qui appartiennent à la classe L carré de A vers B. Et dans un corps de K. Ok? Dans ce cas, on voudrait montrer que la somme de ces deux fonctions est de carré sommable. Okay? Pour cela, il faut quoi? Il faut que ces deux fonctions soient intégrables. Okay? En gros, leur intégrale doit converger. En gros, leur intégrale de A à B doit vouloir une constante. Ça, c'est facile. Hein. En gros, quand tu as deux fonctions, regarde, c'est logique en fait. En gros, l'intégrale de... Attends, comment je t'explique? Attends. Attends, déjà. En gros,
En gros, f plus g doivent respecter deux conditions, ça et ça. Ça, c'est trivial, mais j'essaie de me rappeler pourquoi c'était trivial que c'est deux fils intégrables. En tout cas, dans la démonstration du cours, on avait dit que c'était trivial que la somme de deux fonctions qui sont sommables, eh bien, restent sommables. En gros, mais moi, je peux démontrer ça par l'inégalité triangulaire. Parce que ça, là, c'est quoi? C'est A, c'est inférieur ou égal à F plus G. Ok? Et vu que l'intégrale est linéaire, eh bien, c'est égal à quoi ça? C'est égal à F plus G. Et vu que l'intégrale de ça là converge, d'après la définition, et l'intégrale du G là converge, toujours d'après la définition, eh bien, la somme de deux choses qui convergent ne peut que converger. Ne peut pas diverger. Parce que quand tu prends deux constantes, tu les additionnes, tu n'as pas infini. Tu as juste un grand nombre, mais ce n'est pas infini. Et donc, du coup, on conclut que ça là, qui est égal à ça là, converge. Donc, ainsi, on prouve que la somme de deux fonctions de carré intégrable, eh bien, reste intégrable parce que leur somme, on voit que il converge. Là, on a juste montré la première partie qui dit que l'intégrale est convergente. En gros, que l'intégrale est finie. Il ne reste plus qu'à montrer que le carré de la valeur absolue, de la somme des deux fonctions, converge aussi. Okay. Du coup, pour cela, voici comment on va faire. Donc, toujours soit f et g appartenant à L carré de A à B dans le corps K. Okay. Dans ce cas, d'abord, montrons un petit truc avant de continuer. On est d'accord que une valeur positive comme ça, moins une valeur négative, moins une valeur positive, le tout au carré donne toujours quelque chose de positif. On est d'accord? Ok. Donc, c'est égal à quoi tout ça? C'est égal à, si on utilise les identités remarquables, on obtient c carré moins 2cd plus d carré. Ok? Et bien ça, là, on va l'utiliser après pour démontrer que le carré de la somme de deux fonctions de carré sommable, deux fonctions qui appartiennent à la classe L carré, le carré de leur valeur absolue est convergente. Et ainsi, on a montré que la somme de deux fonctions de carré intégrable reste de carré intégrable. Une condition nécessaire pour être un espace vectoriel. Voilà. Du coup, maintenant, on voudrait montrer que f plus g au carré converge. Pour comme ça, on l'a déjà montré. Il ne reste plus qu'à montrer ça. Et ça, c'est voilà. Là, la fonction, c'est quoi? C'est pas f, mais c'est f plus g. C'est la somme de deux fonctions. Si tu veux, on peut appeler ça h. Okay. On veut montrer que h est de carré intégrable. En gros, non, on veut montrer que h lui aussi converge. Et pour cela, on va faire quoi? On va utiliser le fait que le carré d'une valeur absolue, c'est la valeur absolue du carré. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens f plus g au carré. Ici, je ne mets pas de dx parce que je ne parle pas de f de x, je parle de f. Donc on ne met pas de dx. Et donc, j'obtiens quoi? Je développe. Ça fait quoi? Ça fait f carré moins 2fg plus g carré. Valeur absolue. Et ça me fait quoi ça? Là, j'ai la somme de plusieurs choses. Eh bien, je vais faire la somme. En gros, là, j'ai la valeur absolue d'une somme. Ça fait quoi? C'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Donc, j'obtiens quoi?
inférieur ou égal à quoi? À la somme de f carré moins 2fg plus g carré. Ok? Et l'intégrale, je vais le distribuer ou je vais le laisser comme ça. Or, ici, on sait que la valeur absolue d'une fonction est toujours positive. Okay? C'est un nombre en fait. Pour tout x, on a un nombre. Pour un x donné, le f vaut un scalaire. Pour tout x, on a un nombre. Donc, on peut utiliser cette propriété-là. C et D sont des nombres. Hein. C et D appartiennent à K. Soit le monde est complexe, soit le monde est réel. Mais ce sont des scalaires. Et ici, pour tout x, les fonctions ici, on a un scalaire. Et donc, on peut utiliser cette propriété. Et j'obtiens que moins 2 fois f. Ça là, c'est quoi? Ben, c'est ça, en fait. Si j'isole ça, j'obtiens quoi? Moins 2 c d égale à quoi? À c carré. C'est égal à quoi? En fait, tu sais quoi? Au lieu d'isoler le ça là, on a juste isolé ça. Du coup, je prends ça, je mets de l'autre côté. Donc, 2cd égale à c carré plus d carré. Ok? Et donc, j'obtiens quoi? Bon, le carré est dehors, bien sûr, mais c'est la même chose en fait. Et donc, j'obtiens quoi? Ça, là, je peux le remplacer par ça. Et j'aurai quoi? Égal à intégrale primitive, ou bien on s'en fiche un peu. Intégrale de f au carré plus g au carré. Je mets ça ici. Et là, c'est quoi ça? C'est juste ça. Du coup, ce sera plus f au carré plus g au carré. Ok? Et j'ai ça en double. Donc, j'obtiens 2 fois intégrale de f carré plus g carré. Et là, j'ai quoi ici? J'ai la somme de 2 fois la somme de f au carré plus l'intégrale de g au carré. Et on sait que ça là est inférieur à 0 parce que le f est une fonction de L carré et le g ici est aussi inférieur à plus infini. Car le g est aussi, lui aussi appartient à L carré qui est seulement, voilà. Ça, c'est les conditions qu'une fonction qui appartient à L carré doit respecter. Et donc, le carré de leur module ou de leur valeur absolue converge. Et je le mets ici. La somme de deux choses qui converge toujours. Et donc, je sais que dans ce cas, ce que je voulais montrer, qui est ça, égal à ça. Non, inférieur, parce que ça là c'est égal à ça, mais ça c'est plus grand que ça, tu vois. Du coup, on voit que c'est inférieur à des choses qui convergent. Donc, on dirait que c'est convergent. Ça, et voilà, et c'est tout. Voici comment on montre que la somme de deux fonctions de carré sommable est de carré sommable. Donc, c'est déjà une première partie pour dire que L carré est un espace vectoriel. Ça veut dire que dans l'ensemble des L carré, quand je prends deux fonctions de carré sommable et que je additionne, j'obtiens une fonction de carré sommable. C'est quand même quelque chose d'important que quand tu prends deux éléments d'un espace vectoriel, quand tu les sommes, ces deux éléments-là, tu obtiens toujours un élément de cet espace vectoriel. Et ça, c'est important pour les espaces vectoriels. C'est la condition qu'il faut pour être un espace vectoriel. Un espace dans lequel les éléments, quand ils s'additionnent entre eux, ça reste dans l'ensemble. Voilà. Du coup, il faut que f plus g appartienne à L carré. Et ça, c'est bon. Maintenant, il faut juste qu'un scalaire fois une fonction L carré appartienne toujours à L carré. Et c'est facile ça. Pourquoi? Parce que si tu as une fonction f qui est de carré sommable, que tu le multiplies par un scalaire, tu as juste augmenté la valeur de l'intégrale. Elle reste toujours convergente, tu vois. Pareil pour ici. Tu as juste multiplié, genre on va le faire maintenant, hein.
Genre si par exemple, on veut voir que, on veut voir si lambda f, on veut voir s'il est de L carré. Pour cela, il faut que lambda f soit intégrable de A à B. Ok. Et donc, ça c'est quoi? C'est juste intégrale de A à B de lambda. Ah oui, de base c'est A à B ici. Hein. Partout A à B. Du coup, lambda valeur absolue fois f. Et ça, un scalaire fois f, le scalaire je le mets dehors. La lambda fois l'intégrale de A à B et de f. Et j'obtiens le f là. F il est convergent. Ça, il converge. Du coup, quelque chose qui converge fois un scalaire, ça ne peut pas diverger. Ça peut que converger. Et donc, on montre que le fait de multiplier par un scalaire, on a toujours une fonction de la classe L carré. Et donc, on en conclut que la classe L carré est un espace vectoriel. Donc, toutes les fonctions qui sont dans l'espace L carré, on peut les voir comme des vecteurs. N'oublie pas que maintenant, un vecteur, c'est un élément qui appartient à un ensemble qui respecte ces deux propriétés-là. Ça. Et si ton ensemble respecte ces deux propriétés-là, ça veut dire que quand tu additionnes deux éléments entre eux, tu obtiens toujours un élément de l'ensemble. Et quand tu multiplies les éléments de l'ensemble par un scalaire, tu obtiens toujours un élément, des éléments dans l'ensemble. Et voilà. Donc c'est bon. Maintenant, on a notre espace vectoriel. Mais on n'a toujours pas fini ça. Ça, il faut encore le montrer, tu vois. Mais du coup, maintenant, on va aller tâter le terrain des vecteurs, ce qu'on pouvait faire avec le vecteur. C'est-à-dire la combinaison linéaire. On va maintenant combiner linéairement des vecteurs entre eux et voir si on peut avoir un truc qui va nous aider à dire que la somme des fonctions périodiques reste périodique. C'est ça notre objectif à la fin du chapitre. Donc voilà. En réalité, ça, on appelle ça la série de Fourier. C'est une série. Oh non, excuse-moi. Ça, c'est un cas particulier. Ça, c'est une série de Fourier. On va dire que dans une série de Fourier, c'est une série qui converge vers une fonction. Bien sûr, tout va dépendre du CK. Une série normale converge si on a déjà vu à quel moment une série convergeait. En tout cas, les séries de Fourier, ce sont des séries convergentes qui convergent vers des fonctions. Ok. Voilà. Du coup, il faut bien choisir les CK pour que la série ici converge vers la fonction qu'on veut. Ok. Et donc, c'est parti. Maintenant qu'on sait que L carré est un espace vectoriel, on va maintenant montrer c'est quoi la projection d'une fonction sur une autre fonction. On voudra exprimer une fonction en fonction d'une autre fonction. Comment on fait ça? Eh ben, dans les vecteurs, à l'époque, avant, on faisait quoi? Quand un vecteur, par exemple W, et que tu as un repère, et tu as X ici, bien sûr, qu'ici, la direction de, on va dire, un X, quand tu veux projeter ce vecteur suivant la direction des X, tu dois le projeter de manière orthogonale. Okay. Et tu obtenais quoi? Tu obtenais V est égal à quoi? À un coefficient que je vais appeler Vx fois le vecteur. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Okay. On dit que le vecteur ici, c'est égal à un coefficient fois le vecteur sur lequel je veux le projeter. Souvent, on veut toujours projeter un élément qui n'est pas dans ces éléments de base dedans quoi. On voudrait voir leur valeur suivant la direction du vecteur de base qu'on a ici. Ok, et du coup, voilà. Et du coup, on veut faire la même chose avec les fonctions de L carré. En fait, pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut se ramener au fait qu'on a CK, un coefficient fois un vecteur. Ici, on a quoi? On a un coefficient fois un vecteur. Donc, c'est un peu similaire. D'abord, voyons un peu si ça là, on peut l'obtenir. Pour cela, prenons le vecteur φk, qui est une fonction, je rappelle. Ok.
Ok. Et prenons la fonction f qu'on voudrait projeter sur phi k. Ok. Si je veux connaître la valeur de f suivant la direction de phi k, eh bien, je projette ça de manière orthogonale. Ok. Bien sûr, ah oui, non, non. Avant de parler de ça, tu as bien vu que un x et un y, en fait, ce sont des bases. Genre, la base, c'est quoi? Genre, E, la base, c'est, on va dire, c'est. La base, c'est. Appelons le E, c'est quoi? C'est un x, un y. Ça, c'est la base pour le plan. Pour définir un point dans le plan, on doit l'exprimer avec ces vecteurs-là. Tout point d'un plan, pardon, tout point d'un plan peut être exprimé en combinaison linéaire avec ces vecteurs-là, un x et un y. Et du coup, il nous faut aussi une base pour notre nouveau espace vectoriel. Ici, on a un espace vectoriel et du coup, il nous faut une base pour pouvoir exprimer n'importe quelle fonction de L carré avec des vecteurs qu'on a définis de base, facile à étudier. Il faut que n'importe quelle fonction appartenant à la classe L carré puisse être exprimable dans la base de cet espace vectoriel. Il peut y en avoir plusieurs, mais on va dire qu'il y a une base de données avec laquelle on peut exprimer n'importe quelle autre fonction L carré. Du coup, on voudrait la trouver. Tu vois. Tout espace vectoriel possède une base. Ah, ok, ça va. Tout espace vectoriel possède une base. Ok. Mais bon, petite pause.